Donc la séance ici s'inscrit dans le cycle des formations, donc c'est pas un sujet à proprement parler d'actualité, donc il y a d'autres séances qui sont dédiées à cela. Et on a eu l'idée de le faire d'abord à l'occasion, on a vu passer, je dirais, la sortie d'un courrier du CRISP. Étienne Arc est membre du CRISP. Il proposait de se présenter un peu plus longuement avant de commencer son exposé, qui était sur la concertation et la démocratie économique. Mais, donc c'est concertation économique et démocratie économique. Donc c'est pas un courrier sur la concertation sociale, qui lui est un sujet très important également, sujet, disons, plus fort d'actualité, je pense, comme vous le savez toutes et tous. Mais ici, on est sur un autre sujet, la démocratie économique, et qui s'inscrit un petit peu, ça nous a intéressé parce que ça s'inscrit un petit peu dans le prolongement d'un cycle que nous avions fait il y a à peu près un an sur la démocratie, sous ses différents aspects, politiques et économiques. Nous avions abordé à l'époque certains angles de la démocratie économique, et aujourd'hui, avec l'apparition de ce courrier, nous avions l'occasion, la chance de pouvoir rentrer un peu plus dans le détail sur ce qui s'est passé, en particulier en matière donc, de démocratie économique, en particulier sur la période juste après la guerre 1944 jusqu'à 1978, époque à partir de laquelle on a commencé à verser dans toute autre chose, le néolibéralisme, pour faire court. Et donc le courrier se concentrera sur cette période-là et on verra, je dirais, les institutions, c'est l'objet du courrier, de décrire ce qui s'est mis en place, ce qui a pu être atteint à partir de cela, mais aussi, et on le verra, et c'est aussi intéressant, on essaiera de comprendre pourquoi, aussi avec certaines limites, pour ne pas dire des limites certaines. Mais la période aussi se termine en 78. Alors il a semblé tout aussi important de pouvoir prolonger l'exposé de ce courrier par ce qui s'est passé depuis. Ça fera peut-être l'objet un jour d'un autre courrier ou d'un autre ouvrage, peut-être d'un autre chercheur, mais ça n'est pas le cas maintenant. Et on a alors pensé que c'était important d'inviter en l'occurrence Felipe Van Kersbil, qui est secrétaire général de la CNE, à qui on demanderait de prolonger un petit peu, je dirais, l'idée de ce qui s'est passé pendant ces 30 années-là, dans les 30, 35, 40 ans qui ont suivi, pour nous dire un petit peu aujourd'hui ce qu'il en reste et peut-être ce qu'on peut espérer dans le futur de la démocratie économique. Voilà. J'ai déjà été assez long, alors sans plus de transition complémentaire, je passe la parole à M. Arc en lui demandant peut-être de se présenter de manière un peu plus longue que ce que j'ai fait, c'était assez succinct. Merci beaucoup. Pour me présenter, je dirais simplement que j'ai travaillé au CRISP depuis 1975. Le directeur actuel est né en 1977, donc lorsqu'il est arrivé au CRISP, Jean Faniel m'a demandé depuis quand je travaillais au CRISP. Et alors il s'est rendu compte qu'il était né 2 ans après que je sois entré au CRISP. Un bail. Et donc, comment dirais-je, j'ai été rédacteur en chef du courrier hebdomadaire depuis 1997 et je suis pensionné depuis 2011, mais j'ai continué à être payé à mi-temps pour faire différentes choses au CRISP. Ils sont vraiment extrêmement gentils avec moi de me permettre d'avoir un atterrissage en douceur dans la vie. C'est vraiment une transition extraordinaire de pouvoir continuer à travailler comme ça pour une institution comme le CRISP. Alors, mais ce ne sera plus pour très longtemps, j'espère quand même que cette année-ci, je vais définitivement arrêter. Je vous convie ce soir à une petite visite archéologique dans notre histoire économique et sociale avec
fait le domaine de la démocratie économique. On connaît la concertation sociale. En réalité, à côté de la concertation sociale, il y a eu tout un développement d'institutions et de pratiques de la démocratie économique. On a essayé de démocratiser à la fois l'économie et la décision économique, la décision politique en matière économique. On a été assez loin, je dirais pas dans la démocratie, mais je dirais dans la construction institutionnelle de cela. On a créé un très grand nombre d'institutions. C'est un peu à cela que cette visite, ce paysage-là que je vous confierai maintenant. Parce que c'est un paysage, on peut dire, on va visiter, quand on va visiter à Orval, hein, à côté de l'abbaye actuelle, il y a les ruines de l'abbaye, hein, les ruines de l'abbaye de Viterslavie, etc. Mais moi, je vais un peu visiter maintenant les ruines de la démocratie économique telle qu'elle a été mise en place. Parce que on a oublié ce qui s'est passé, on a oublié tout cela. Il reste des éléments, on va en parler après avec Philippe. Il reste des éléments, mais le pays a tellement changé depuis cette époque. Il ne faut pas oublier qu'on va se replacer maintenant dans une époque où la Belgique était encore un pays unitaire, où la Belgique était encore une colonie, avait encore une colonie, où évidemment l'Union européenne, le marché commun, l'Union européenne n'existait pas, se mettait en place à la fin des années 50. L'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui a tellement d'impact aujourd'hui, n'existait pas. On ne parlait pas il y avait déjà une internationalisation. Bien sûr qu'il y avait déjà une internationalisation de l'économie, une globalisation de l'économie, mais pas du tout aussi avancée que maintenant, parce qu'il n'y avait pas les pays, comme l'Inde, le Brésil, la Chine n'étaient pas du tout à ce moment-là développés comme elle est maintenant. L'économie mondiale ne ressemblait pas du tout à ce qu'elle est aujourd'hui. Je peux reprendre le plan que j'ai vu. Je vous invite à jeter un coup d'œil sur le plan que j'ai distribué. Je vous l'ai distribué simplement pour que vous voyiez les points de repère. Parce que maintenant, je vais passer les différents slides et ce sont les titres des différents slides que je vais commenter maintenant. Comme ça, vous voyez où nous en sommes dans l'exposé. Donc, 3 concepts clés. On va parler très brièvement des origines historiques de la démocratie économique. Alors, les bases fondamentales, c'est bien sûr la loi portant organisation de l'économie qui a fondé les conseils d'entreprise et le conseil central de l'économie. Alors, on s'arrêtera un moment sur des congrès syndicaux importants qui ont eu lieu dans les années 50 et qui ont boosté complètement les programmes de partis et qui ont assez bien influencé la politique économique des années 60 et 70. Brièvement, la déclaration commune sur la productivité, qui est une sorte d'approfondissement du pacte social. Alors, les années 50 et la politique d'expansion économique. Alors, évidemment, la programmation économique des années 60, qui est une programmation économique avec l'apogée du tripartisme, c'est-à-dire de l'apogée de la démocratie économique au sens où on met dans la même table les organisations syndicales, les organisations patronales et le gouvernement national à l'époque. Ce tripartisme s'est étendu à différents secteurs économiques. Donc il y a eu une concertation tripartite dans plusieurs grands secteurs économiques, je ferai allusion. Alors on est passé de la programmation à la planification. Donc l'institution qu'on connaît encore aujourd'hui, c'est le bureau du plan, hein, la planification économique. Et alors, elle s'est éteinte dans les années 70. Le bureau du plan continue à fonctionner, mais avec d'autres missions qu'alors,
avec, à la fin des années 70, une ultime relance de la démocratie économique et sociale, point d'interrogation. Et je terminerai mon exposé en faisant un petit commentaire, si je n'ai pas trop traîné avant, des deux textes que je vous ai remis là, parce que ce sont deux textes tout à fait emblématiques de ce qu'on peut trouver dans les textes officiels. L'un est un extrait d'un document parlementaire, d'un rapport de commission, d'un projet de loi, et l'autre c'est un extrait d'un avis des interlocuteurs sociaux, un avis unanime du Conseil central de l'économie. Alors, j'essaye de ne pas dépasser 8h30, mais je vais essayer. Pour non, je vais d'abord le travail. Il faut d'abord avoir bien en tête ce dont on parle avec la concertation. Et donc, je vais rapidement faire un tout petit travail de conceptualisation en vous exposant, en mettant vraiment au clair 3 concepts clés, 3 pratiques différentes dans les relations collectives du travail et en politique, en concertation économique. C'est le concept, là c'est le premier, c'est la consultation. Qu'est-ce que c'est que la consultation? Le deuxième, c'est la négociation. Et le troisième, c'est la concertation. Et le mot concertation sera utilisé ici dans un sens beaucoup plus précis que le sens qu'on lui donne habituellement. Quand on parle de concertation aujourd'hui, on mélange ces 3 concepts. Or ici, je vais les utiliser dans des sens bien précis. La consultation, ça consiste, pour les interlocuteurs sociaux, à élaborer des avis sur des matières sociales ou économiques pour éclairer la décision politique, pour donner leur désir, le desiderata, leur avis sur des choix politiques. Alors, un avis se rend dans des institutions adéquates, le Conseil central de l'économie, le Conseil national du travail, les commissions paritaires, une multitude d'instances d'avis, mais je ne vais pas entrer dans les détails de ce foisonnement d'institutions. Un avis peut être unanime. À ce moment-là, il a une grande force morale, et s'il est unanime, s'il a cette force morale, normalement l'autorité politique serait quand même mal avisée de ne pas suivre cet avis, comme on l'a vu récemment. Mais les avis peuvent aussi être divisés. À ce moment-là, le texte de l'avis reprend l'avis des organisations syndicales, l'avis des organisations patronales. Les organisations syndicales peuvent elles-mêmes être divisées. Et à ce moment-là, l'avis comprend l'avis de la CSC, l'avis de la FGTB, l'avis de la CGCB, etc. De même pour les organisations patronales. Donc l'avis peut être divisé. Un avis divisé, évidemment, est faible. C'est un avis faible. À ce moment-là, l'autorité politique choisit ce qui lui convient dans la vie. La négociation, c'est autre chose. La négociation, c'est souvent dans les mêmes organes, mais pas toujours. Ce sont des discussions en vue d'arriver à un accord. En vue d'arriver à un accord qui a... Certains de ces accords ont un statut légal, ce sont les conventions collectives, les conventions collectives de travail dans les commissions paritaires ou des entreprises qui sont une façon d'élaborer le droit social. C'est vraiment une force de loi, une force qui sont rendues obligatoires par arrêté royal. Donc les conventions collectives, ce sont des accords. Et donc, ce qui est important à voir ici, c'est qu'on est dans le bipartisme, là, on est dans le paritarisme. Quand je dis paritarisme, ça veut dire on est dans des organes qui sont
paritaires qui sont des tables autour de laquelle se trouve un nombre égal de représentants patronaux et de représentants syndicaux et personne d'autre. Ils se mettent d'accord sur des sujets qui les concernent tous les deux. Ce sont des accords sur par exemple sur l'augmentation des salaires, sur le temps de travail, enfin tous les sujets qui donnent lieu aux conventions collectives. Mais ce n'est pas du tripartisme, ce n'est pas de la concertation, justement. Je passe alors au troisième sujet, le troisième concept clé, c'est la concertation qui consiste à s'entendre pour agir de concert dans un contexte beaucoup plus large que simplement patron et syndicat. Il y a un troisième acteur, et le troisième acteur, c'est l'acteur gouvernemental. La concertation tripartite est déjà très ancienne, puisque les premiers accords tripartites ont déjà vu le jour dans les années 1936, en 1936, lorsqu'il y a eu à l'issue de grève générale très, très vive, très importante, il y a eu un accord tripartite sur les congés payés. L'instauration des congés payés, c'est un accord tripartite, c'est un accord qui a eu lieu entre patrons syndicats en présence du gouvernement, et le gouvernement s'est engagé à légiférer pour mettre en œuvre l'accord qui avait lieu à Troyes. Et donc, cette pratique de concertation tripartite s'est étendue en matière économique largement, et c'est à ça que nous allons nous occuper, c'est de cela que nous allons nous occuper maintenant. La démocratie économique, c'est équivalent, si vous voulez, dans mon esprit ici, à la concertation tripartite. Alors, une toute petite remarque, c'est que un avis unanime rendu à une autorité politique, si l'autorité politique l'accepte et met en œuvre cet avis, c'est une forme de concertation tripartite. Donc il y a deux formes de concertation tripartite, si vous voulez. Une concertation tripartite où il y a une autorité qui demande l'avis aux interlocuteurs sociaux, ceux-ci élaborent un avis, le remettent à l'autorité politique. Et il y a une autre forme de concertation qui a été mise en place mais qui n'existe plus aujourd'hui. C'est une concertation où les interlocuteurs sociaux se réunissent avec le gouvernement, à la même table. Il y a eu beaucoup cela, mais ça n'existe plus aujourd'hui. Très brièvement, l'origine historique. L'origine lointaine, évidemment, de la démocratie économique, ça remonte, où ça se trouve là, Non, j'hésitais. L'origine lointaine, il faut remonter évidemment à la Révolution française. En renversant l'ancien régime, les révolutionnaires ont établi le peuple comme souverain. Il y a eu des retours en arrière, évidemment, hein. Mais ce qu'on retient de la Révolution française, c'est l'égalité politique, qui a mis du temps. Hein. Le suffrage universel n'a pas été appliqué du premier coup, puisqu'il a fallu, même chez nous, attendre 1945 pour avoir le suffrage universel pur et simple, à tous les niveaux d'élection, pour les hommes et pour les femmes. Donc, cette égalité politique a été réalisée, mais elle a très vite, on s'est rendu compte du caractère purement formel de cette égalité politique. Ce n'est pas parce qu'il y a une égalité politique qu'il y a une égalité économique. Et donc, les idées on s'est mis à réfléchir sur comment arriver à plus d'égalité politique, plus d'égalité économique, pardon. Et c'est une très lente maturation. L'idée de démocratie industrielle apparaît en France en 1848 dans l'œuvre de Proudhon. On parle aussi de démocratie dans l'atelier, de démocratie de l'atelier. Mais ces idées, à ce moment-là, ne débouchent pas sur des programmes politiques, sauf si
on considère évidemment que le courant communiste, avec le programme marxiste, le programme révolutionnaire marxiste et les révolutions marxistes sont une façon, bien entendu, de réaliser cette démocratie politique, mais à ce moment-là en changeant complètement le régime politique. Ce dont nous allons parler plus loin, c'est d'une démocratie économique qui ne change pas le régime politique et qui accepte entièrement l'économie de marché. Ce n'est qu'après la Première Guerre mondiale que le projet d'étendre les principes de la démocratie à la sphère économique va rencontrer un plus grand écho avec le développement du syndicalisme et avec le suffrage universel, parce qu'avec le suffrage universel, on a évidemment des forces politiques populaires qui viennent au pouvoir, et les dirigeants des partis de gauche peuvent espérer que la représentation, par la simple représentation du peuple au Parlement, on pourrait arriver, bien entendu, grâce à la simple mathématique de représentation, à une représentation du peuple au Parlement. Et donc à pouvoir mener une politique nettement plus à gauche que du temps où il n'y avait pas le suffrage universel. Mais le passage de ces idées-là, relativement utopiques à ce moment-là, parce qu'il n'y a pas de programme concret, à la réalisation concrète, c'est après la Seconde Guerre mondiale, avec une tentative d'adapter l'économie de marché, d'adapter l'idée de démocratie économique à l'économie de marché. Et c'est là tout le défi, c'est de mettre au service du peuple la machine économique dont les centres de décision restent, malgré tout, des centres de décision privés. Alors, les bases de ces tentatives, j'ai mis entre guillemets l'organisation de l'économie. Donc les bases, entre 1945 et 1950, ça a été la lente élaboration de la loi de 1948 portant organisation de l'économie. Donc les bases, c'est l'idée d'organiser l'économie démocratiquement. Vous avez certainement tous déjà entendu parler du projet d'accord de solidarité sociale qui a été élaboré dans la clandestinité par des interlocuteurs sociaux pendant la guerre. On parle souvent du pacte social à ce moment-là, c'est l'origine de notre pacte social qui est le fondement de la concertation sociale, mais on oublie aussi que dans ce projet d'accord de solidarité sociale, il y avait des principes de collaboration paritaire qui prévoyaient une représentation des travailleurs dans les entreprises de plus de 25 travailleurs. Le projet d'accord de solidarité sociale prévoit de créer une sorte de conseil d'entreprise dans toutes les entreprises de plus de 25 travailleurs. Et cette institution dans les entreprises devait avoir toutes les compétences qu'ont aujourd'hui à la fois la délégation syndicale et le conseil d'entreprise. On pensait qu'il y a une seule organisation. Mais la loi de 48 portant organisation de l'économie est très en retrait par rapport à ce souhait des interlocuteurs sociaux en 44. Le projet d'accord de solidarité sociale, c'est en 44. La loi de 48, en 4 ans, on a déjà fait un énorme recul, puisque effectivement cette loi crée les conseils d'entreprise, mais dans les entreprises où il y a 200 travailleurs. Et puis il a fallu le temps pour que ce soit 150, puis il a fallu le temps, on est toujours à 100 travailleurs.
elle crée dans les secteurs professionnels des conseils professionnels à compétences consultatives et au niveau central, au niveau interprofessionnel, le Conseil central de l'économie, qui est donc un organe paritaire, un organe où siègent des représentants syndicaux et des représentants patronaux en nombre égal, et qui sont appelés à donner des avis sur la politique économique du gouvernement. Donc, si la démocratie politique consiste à donner une représentation au peuple par l'intermédiaire des partis politiques, etc., la démocratie économique, c'est l'idée de mettre ensemble les acteurs de l'économie. Ils sont nettement identifiés à l'époque, tout à fait nettement identifiés. On utilise ces mots-là, le capital et le travail. On utilise ces mots-là, le capital et le travail. Ils doivent être mis sur pied d'égalité, et quand on dit que le Conseil central de l'économie est un organe paritaire, c'est un organe où il y a soi-disant d'un côté le capital, ça ne faut pas voir, et de l'autre côté, le travail. Le capital, c'est les organisations d'employeurs, et le travail, c'est les organisations syndicales. Et il s'agit de créer des mécanismes qui associent, sur pied d'égalité, ces acteurs de l'économie à la décision politique. Ça, c'est l'idée fondamentale de la démocratie économique. Maintenant, elle s'est appliquée beaucoup plus largement encore, et nous allons essayer de baliser les étapes du développement de cette idée générale. Ah oui, je voulais rappeler ici que parallèlement à cela, il y a la concertation sociale qui met dans les entreprises, parallèlement au conseil d'entreprise, il y a les délégations syndicales, parallèlement au conseil professionnel dans les secteurs, il y a les commissions paritaires, et parallèlement au conseil central de l'économie, il y a le conseil national du travail. Donc c'est simplement un rappel. Il faut absolument faire un petit arrêt à ce qui s'est passé dans les années 50 du côté syndical avec la Fédération Générale du Travail de Belgique, la FGTB, qui a fait 2 congrès très importants relatifs à de nouvelles réformes de structure démocratique. On appelait ça les réformes de structure. Les réformes de structure, c'était le terme qui était employé. Les réformes de structure, en fait, ça voulait dire les réformes de structures économiques. Il y a eu 2 rapports très importants qui ont été rédigés par des universitaires pour préparer ces décisions de congrès. Et le premier, c'est Situation économique et perspectives d'avenir, en 1954, et puis Holding et démocratie économique, en 1956. Et ces 2 textes sont des textes qui ont inspiré énormément les politiques qui vont suivre dans les années 50, dans les années 60 et dans les années 70. Elles inspirent notamment les programmes du Parti socialiste pendant 2 décennies. Quelles sont les idées forces de ces rapports? Eh bien, le personnage emblématique de cette période-là de la FGTB, c'est André Renard. André Renard, c'est vraiment le père de ces 2 rapports. C'est lui qui a réuni les commissions qui ont travaillé pour rédiger ces rapports. Les idées forces, c'est d'une part que les objectifs de plein emploi, de répartition équitable du revenu national et d'amélioration du niveau de vie ne peut pas se faire si on n'a pas un plan de développement économique cohérent pour l'ensemble de la Belgique. L'idée d'un plan économique, d'une planification économique. Mais l'idée de planification que la FGTB met en avant à ce moment-là, c'est pas elle veut se distinguer de la planification rigide des pays communistes où
on donne à chaque entreprise partout dans le pays le nombre de clous qu'il doit produire, le nombre de chaussures de droite, le nombre de chaussures de gauche qu'il doit produire. Non, il s'agit là d'une planification qui est, si vous voulez, rigide pour le secteur public. On dit exactement quels sont les investissements que le secteur public doit réaliser dans les infrastructures. Mais pour le secteur privé, c'est plutôt indicatif. On invite les chefs d'entreprise à prévoir leur projet de développement et on essaye de réunir un appareil statistique qui essaye de définir des possibilités de développement dans les différents secteurs. Je vais peut-être vous lire un petit passage d'André Renard sur ce sujet-là. La démocratie politique telle qu'elle est appliquée en Belgique et une politique économique fondée sur la planification souple s'harmoniseraient parfaitement pourvu que quelques aménagements fussent apportés au fonctionnement de la démocratie politique. On pourrait dire qu'à cette condition, la planification souple apparaît vraiment comme l'expression économique d'une authentique démocratie politique. Et un peu plus loin, il dit les organisations sociales, en tant qu'acteurs de l'économie, pourront spécialement dans les conseils d'entreprise, mais aussi aux autres niveaux, c'est-à-dire au niveau des secteurs et au niveau du Conseil central de l'économie, exercer une vive et vigilante pression sur les chefs d'entreprise pour qu'ils conforment leur gestion économique aux objectifs qui, pour leur branche économique, sont proposés par le plan. Vous voyez le côté un peu utopique de cette vision de la planification. On avance dans le temps et dans les années 50, on arrive à la constatation que l'appareil productif belge, qui est resté intact pendant la guerre, qui a été remis très rapidement en route, qui a permis une sorte de miracle économique belge à la fin de la guerre, après la guerre, s'essouffle dans les années 50 et devient tout à fait vétuste par rapport aux pays dans lesquels l'économie a été tout à fait détruite et qui se reconstruit sur des bases tout à fait nouvelles. Et donc, il faut faire évoluer la production, les modes de production vers davantage de productivité. Il faut renouveler l'appareil productif. Et le patronat belge fait toute une croisade pour augmenter la productivité. À l'aide du plan Marshall et des sous que les Américains ont envoyés grâce au plan Marshall, avec le plan Marshall, on crée un office belge pour l'accroissement de la productivité, qui est un organisme qui va être géré paritairement. Et le patronat persuade les organisations syndicales c'est vraiment une demande patronale, de se mettre d'accord sur une déclaration commune sur l'augmentation de la productivité en 1954. Au fond, il y a deux volets, essentiellement deux volets, brièvement résumés. Il s'agit de faire confiance dans le fait que l'accroissement de la productivité doit amener une diminution du nombre de chômeurs. Il y a du chômage et le patronat dit si on augmente la productivité, on va créer des emplois. Si les organisations syndicales acceptent cela, font cette confiance, on va... et s'ils acceptent de collaborer loyalement et d'étudier ensemble les moyens et les méthodes pour accroître la productivité, à ce moment-là, la contrepartie, ça va être de négocier équitablement les fruits, le partage des fruits de la croissance économique entre les trois éléments qu'il faut prendre en compte, à la fois l'entreprise,
des travailleurs et des consommateurs. Il y a eu une deuxième déclaration sur la productivité en 1959, mais je dois avancer absolument, sinon on n'arrivera pas au bout. Brièvement, les années 50 sont une décennie dans laquelle on mène une politique d'expansion économique dans une inspiration keynésienne, avec une modernisation des infrastructures, beaucoup d'investissements publics qui sont permis grâce à la croissance des revenus importante, grâce à des recettes fiscales induites par cette croissance, qui permettent aussi des emprunts importants de la part de l'État. Comme il y a des sous qui rentrent par la fiscalité, il y a un développement important des services publics, dans l'éducation, dans la formation des salariés, dans les soins de santé. On crée beaucoup d'hôpitaux, des communications, des télécommunications, etc. La manière de stimuler l'expansion économique, c'est par les lois d'aide à l'expansion, qui sont très nombreuses, qui sont un peu un saupoudrage, qui manquent de vision d'ensemble, qui sont surtout basées sur des déductions fiscales, des prêts sans intérêt, des choses de ce genre-là. Et on se rend compte à ce moment-là que, et des universitaires économistes se rendent compte à ce moment-là que il faut mettre de l'ordre dans cette politique d'expansion économique. Et en fait, petit à petit, des économistes rejoignent les idées de planification développées par la FGTB. Et c'est cette espèce de convergence entre des idées syndicales et des idées de certains économistes éclairés, disons, qui va aboutir à l'instauration de la programmation économique. Il y a d'autres facteurs qui ont permis d'aboutir qui ont demandé et qui sont à l'origine de cette programmation économique. C'est que l'économie a évolué vers la constitution de grands ensembles. Il y a une concentration économique et de très grosses entreprises se mettent en place. Très grosses entreprises métallurgiques, très grosses entreprises sidérurgiques, fabrication métallique, etc. Très grosses entreprises chimiques, verts, très grosses entreprises. Et ces patrons ont besoin, pour leur politique d'investissement, ont besoin de voir clair aussi sur les investissements publics. De quels investissements publics les pouvoirs publics sont prêts à faire pour épauler les investissements économiques. C'est l'idée de, justement, la programmation économique qui va conjuguer les investissements publics dans les infrastructures, les investissements publics, et conjuguer les investissements publics avec les investissements privés. Il y a peut-être aussi le fait que le consensus sur la productivité était en train de battre de l'aile. En effet, les organisations syndicales constataient bien que cette promesse faite par le patronat que l'augmenter la productivité allait augmenter automatiquement l'emploi ne se fait pas. Et alors on essaie de changer le consensus et on passe à un consensus sur la programmation économique. Bien entendu, les revendications syndicales sur la planification et le contrôle des holdings est tout à fait un élément essentiel dans cette décision politique. Comment est-ce qu'on met en place cette programmation économique? Il y a deux institutions qu'on met en place à ce moment-là. Il y a d'abord le bureau de programmation économique, qui est l'ancêtre du bureau du plan. Donc avant d'être le bureau du plan, ça s'appelait le bureau de programmation économique. Et qui est donc un organe d'étude qui étudie le développement économique, qui réunit un appareil statistique pour essayer d'estimer les investissements publics à faire,
et qui demande aux différents secteurs économiques les prévisions d'investissement pour essayer de prévoir dans quel sens va le développement économique. Et donc, tout cet appareil statistique et ces prévisions sont coulées dans un plan, dans un programme de développement économique. Ce sont des programmes quinquennaux, comme le plan plus tard sera aussi quinquennal, avec des objectifs économiques et des objectifs d'investissement public dans le domaine des ports, par exemple, dans le domaine des zonings industriels, dans les infrastructures de routes. Donc on essaye de planifier à plusieurs années d'avenir le développement économique. Pour suivre cela de près, on crée un organe tripartite qui s'appelle le Comité national de l'expansion économique. Et donc, en quelque sorte, on double le Conseil central de l'économie qui était plus strictement paritaire. On ne change pas, si vous voulez, on crée un autre organe à côté qui s'appelle le Comité national de l'expansion économique en 1960, où siègent les représentants patronaux au plus haut niveau et syndicaux au plus haut niveau. Ce serait l'équivalent d'aujourd'hui, ce qu'on appelle le groupe des 10. Ce serait à peu près le groupe des 10 aujourd'hui. Mais autour de la table, il y aurait aussi le Premier ministre et les ministres des Affaires économiques et le ministre des Travaux publics. Donc il y a une table autour de laquelle se trouvent à la fois des membres du gouvernement et le groupe des 10. On est dans la concertation. Là, on est tout à fait dans la concertation économique. Vraiment, c'est l'organe le plus élaboré, si vous voulez, de concertation économique qu'on a mis sur pied. On crée aussi à ce moment-là une société nationale d'investissement, parce que l'idée, je ne vais pas entrer dans les détails, mais l'idée c'est que les holdings ne sont pas à la hauteur, ils ne font pas bien leur travail, il faut créer un holding public qui puisse investir dans l'économie aussi. Et alors, les holdings ne font pas bien leur travail, ce sont eux qui doivent investir, et il faut leur demander leurs prévisions d'investissement, et donc il faut les associer à la programmation économique. Il y a un arrêté royal associant les holdings à la programmation économique. Et alors, je vous l'ai dit, en étant cette concertation tripartite, qui est vraiment le Comité national de l'expansion économique, en étant cette formule-là au grand secteur. Alors, il y a le comité de contrôle du gaz et l'électricité, qui est un comité tripartite. On crée le comité de concertation de la politique sidérurgique, le comité de concertation et de contrôle du pétrole, le comité national de l'énergie, et il y a même un secrétariat à la concertation sectorielle qui se crée. Alors, je n'ai pas les détails du fonctionnement de toutes ces organisations, de tous ces organes. Ce serait un travail à faire, évidemment, c'est des sujets de doctorat, de consulter tous les archives de tous ces organes. Elles doivent être quelque part, à moins qu'on les ait détruites. Mais en tout cas, les organisations syndicales doivent certainement avoir dans leurs archives aussi, parce que chaque fois, il y avait des représentants syndicaux qui allaient, qui recevaient les ordres du jour et les comptes rendus de réunion. Donc tout ça existe. Donc on peut faire une histoire de cette concertation, mais ça reste pour l'instant dans les archives. Il y a eu une évaluation de la programmation à la fin des années 60 et on a constaté que ça ne marchait pas très très bien. Il y a beaucoup de difficultés dans la programmation. Mais paradoxalement, ce n'est pas parce que l'économie marchait mal. Les années 60 sont une décennie d'extraordinaire essor de l'expansion économique. Et si vous voulez, l'économie a surpassé à ce moment-là toutes les prévisions qu'on a pu faire dans les programmes économiques. Donc, si vous voulez, on constatait que cette programmation économique ne marchait pas parce qu'on ne savait pas prévoir convenablement l'expansion économique. On a même considéré à un moment donné que le plein emploi, qui était à ce moment-là constatable, était un frein à l'expansion économique.
je ne vais pas insister sur les détails de cette évaluation de la programmation. Je m'étends un petit peu là-dessus dans le courrier hebdomadaire, mais je n'ai pas le temps maintenant. Une des idées qu'il a fallu prendre en compte, c'est la dimension régionale du développement économique. Les années 60 ont été les années d'essor de l'économie flamande et du début du déclin de l'économie wallonne. Et donc, des recettes différentes devaient s'appliquer nécessairement dans les deux régions du pays, et à Bruxelles aussi. Donc, nécessairement, on a dû prendre en compte la dimension régionale du développement économique. Et donc, pour réformer la programmation économique, on a dû passer à une régionalisation de la programmation. Donc, on a dû réformer la programmation et c'est la loi du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique, donc, qui organise cette réforme de la programmation. Et donc, vous voyez, cette loi de 70, elle comporte à la fois la transformation de la programmation en planification, c'est simplement une façon beaucoup plus... On a changé le label, on a compliqué fortement aussi l'élaboration du plan, mais aussi la décentralisation économique, c'est-à-dire qu'on a adapté le plan aux dimensions régionales flamandes, wallonnes et bruxelloises, en créant notamment les conseils économiques régionaux qui existent toujours aujourd'hui. On a renforcé le rôle du Comité national d'expansion économique. Le Comité national va intervenir à toutes les étapes de la fabrication du plan. Le plan, on fabrique d'abord les options du plan. Et puis, les interlocuteurs sociaux donnent des avis sur les options du plan. Et puis, après qu'on a donné les avis sur les options du plan, on écrit la forme définitive du plan avant de faire passer ce plan au Parlement pour un vote au Parlement. Donc, toutes ces étapes demandent une concertation économique. Une ultime relance de la démocratie économique et sociale dans les années 70. Donc, j'ai parlé de la réforme de la programmation. Il a fallu une conférence économique et sociale en 1970. Je vais malheureusement devoir aller très vite pour relancer cette loi sur la réforme de la programmation. Elle a mis du temps. Elle a mis beaucoup de temps, cette loi de 1970 sur la planification, elle a mis beaucoup de temps, et c'est à l'issue d'une conférence économique et sociale tripartite que cette réforme a eu lieu. Il y a deux choses très importantes qui sont issues de cette conférence économique de 70, c'est la convention collective numéro 4 du Conseil national du travail sur l'information, consultation des travailleurs sur les perspectives d'emploi, et l'arrêté royal 73 sur les informations économiques et sociales et économiques et financières à fournir au conseil d'entreprise. Ce sont vraiment deux avancées très importantes issues de cette conférence économique et sociale qui était une conférence tripartite aussi. On a transformé à ce moment-là la Société nationale d'investissement en un véritable holding public. Je n'ai pas pu entrer dans les détails malheureusement. La première mouture de 62 n'était pas encore un véritable holding public. En 76, elle devient un véritable holding public capable d'investir dans des véritables initiatives industrielles publiques. Et alors, on transforme l'arrêté royal sur l'association des holdings à la programmation pour, en 78, associer les holdings à la planification économique. Mais cette loi n'a jamais été appliquée. Les holdings n'ont jamais n'ont jamais rempli les devoirs que leur demandait cette loi, c'est-à-dire envoyer au gouvernement leur projet d'investissement. Ils ont toujours considéré que c'était tout à fait confidentiel, que c'était une affaire qui ne regardait pas les pouvoirs publics, que l'investissement, c'est une affaire des conseils d'administration des holdings, et donc ils rendaient des feuilles tout à fait
énigmatique et tout à fait vague et peu développée. Voilà. Faisons. Est-ce qu'on a le temps de faire une toute petite. Oui. 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 Je voulais. Parce que le texte, le courrier hebdomadaire que j'ai préparé, en fait, il avait essentiellement pour but de montrer que l'idée de démocratie, elle est présente dans dans tous les textes de loi et d'arrêtés royaux de cette époque-là. Et donc, j'ai pris un très grand nombre de textes de loi et j'ai pioché dans les textes préparatoires, des lois, le projet de loi. Dans le projet de loi, il y a toujours un exposé des motifs. Il y a les rapports de commission. Et dans ces textes-là, on fait très souvent allusion à la démocratie économique. Et si vous voulez, c'est pour ça que j'ai écrit ce courrier hebdomadaire. Parce qu'à ce moment-là, on parlait de démocratie économique. On n'en parle plus. À partir de 1970, on ne parle plus de démocratie économique dans les textes de loi. Et donc, ils sont deux textes dans lesquels il est question, effectivement, de démocratie économique. Le premier, c'est le projet de loi portant organisation de l'économie. C'est donc ce projet de loi qui a abouti à la création des conseils d'entreprise, des conseils professionnels et du conseil central de l'économie. C'est une loi qui est toujours d'actualité, enfin qui est toujours d'application aujourd'hui. Dans le rapport de la commission de la Chambre, qui a été fait par Edmond Le Burton, on trouve ceci. Les affirmations par les différents groupes représentés à la commission, donc les groupes politiques, les différents partis, ça veut dire les partis représentés à la Chambre, de leurs positions respectives, ont différé sur plus que des nuances. Dire qu'il y avait quand même des nuances dans la manière dont les partis politiques appréciaient ce projet de loi. Pourtant, dit-il, l'exposé des motifs du projet gouvernemental, qui constitue une exégèse commune à ceux qui veulent promouvoir le progrès économique et social, n'a pas suscité de grandes discussions. Donc il reconnaît qu'en fait il y avait un grand consensus. La déclaration que l'égalité politique est aujourd'hui compromise par l'inégalité économique, la déclaration que le pouvoir économique dominant appartient aux détenteurs de capitaux, que la masse des citoyens doit être libérée de la tutelle de ce pouvoir économique, ne rencontre pas de contradiction sérieuse au Parlement. Ça se trouve dans le rapport de commission. Ça ne rencontre pas de contradiction sérieuse. Il se trouve ainsi une très large majorité pour réaliser ce premier pas vers la démocratisation de l'économie, des droits politiques constitutionnels et l'inégalité résultant de l'appropriation de ce pouvoir économique par une minorité. Le caractère politique aussi bien que la portée sociale de cette évolution doit être souligné car elle constitue le lieu géométrique par où passent certaines grandes idées de ce temps. Voilà ce qu'on trouve dans un texte. Deuxième texte que je voulais partager avec vous, c'est un extrait de l'avis, c'est moins spectaculaire, vous savez, c'est un extrait de l'avis du Conseil central de l'économie du 27 mai 59 relatif à la programmation économique, à la programmation de l'économie. Donc l'idée était dans l'air de créer un organe de programmation économique et de faire de la programmation de l'économie. Le gouvernement demande à Conseil central de l'économie. Non, il ne demande pas. Le gouvernement ne demande pas au Conseil central de l'économie. Mais le Conseil central de l'économie décide de lui-même de faire un avis sur la programmation économique. Et voici ce qu'il dit. Je voulais seulement souligner le consensus qu'il y avait à ce moment-là. Les faits économiques et sociaux présentent aujourd'hui, donc c'est l'avis unanime des interlocuteurs sociaux, les faits économiques et sociaux présentent aujourd'hui un tel degré de complexité et d'interdépendance
que l'empirisme ne permet plus au gouvernement de choisir, parmi les diverses politiques possibles, celles qui réaliseront au mieux les objectifs choisis. Donc c'est tellement complexe que le gouvernement ne sait plus choisir, ne sait plus mener sa politique. Il convient sans aucun doute de conserver aux organes de la démocratie, sous-entendu politique, le choix des objectifs et des moyens fondamentaux de la politique économique et sociale et la solution des conflits qui peuvent surgir entre ces objectifs et ces moyens lorsqu'ils sont poursuivis simultanément. Cependant, il importe aussi que la politique menée pour atteindre ces objectifs soit plus soigneusement élaborée et qu'elle présente les garanties maximales d'efficacité et de cohérence. C'est pourquoi le Conseil estime qu'il est désormais nécessaire de recourir davantage dans une politique économique et sociale aux techniques modernes mises à la disposition des gouvernants par la science économique. Il considère notamment qu'une programmation bien comprise de l'économie rendrait possible la conduite d'une politique économique et sociale plus efficiente et plus cohérente, et permettrait au secteur privé de prendre les décisions qui lui incombent en meilleure connaissance de cause. Donc il s'agit bien entendu ici de créer un organe, et on va créer cet organe qui va faire une programmation bien comprise pour éclairer le secteur privé et pour aider le secteur privé à prendre des décisions d'investissement qui lui incombent en meilleure connaissance de cause. Voilà. Voilà, donc merci à Étienne Arc d'avoir fait cette synthèse d'un courrier qui est quand même important, volumineux. Et donc d'avoir nous avoir éclairé sur, vous rappeler ce que presque tout le monde a oublié, je pense, ici, sur les discours qui se tenaient à l'époque et les tentatives, en tout cas, qui ont été faites vers davantage de démocratie économique. Toutefois, en même temps, je dirais, on en ressort avec moi j'en ressors avec un sentiment un petit peu mitigé. Bon, d'un côté très positif quant aux intentions, aux discours, aux organisations, institutions qui sont mises en place. En même temps, parfois avec des résultats qui sont relativement limités. Alors, une des raisons, on le voit détaillé davantage dans le courrier, était peut-être dû à l'absence autour de la table de négociation d'acteurs très importants qui étaient à l'époque, qui sont les holdings. Donc on invite les chefs d'entreprise, ne sont pas autour de la table, cependant les holdings qui sont peut-être les vrais décideurs et qui ne sont donc pas présents pour participer à la concertation. Ça peut être une des raisons. Une autre raison, peut-être, vous l'avez dit assez de manière explicite, c'est que parfois ces organes, ces institutions courait un petit peu derrière le progrès, était un petit peu, pas dire dépassé, mais quelque chose de cet ordre-là. Donc il y avait l'intention, mais l'intention ne n'est pas nécessairement prise sur le cours des choses. Bon, là, c'est ce qui me donne un sentiment un petit peu mitigé. D'un autre côté, on a vu aussi que le fait d'avoir des institutions comme celle-là permet quand même aussi de reprendre la main via des holdings publics ou via des plans de renationalisation de certains secteurs en difficulté. C'est loin d'être négligeable aussi. Bon, moi j'en ressors, enfin, vous aurez peut-être une opinion un petit peu différente, mais ça on y reviendra pendant la discussion, avec ce sentiment, je dirais, mitigé de positif et parfois un tout petit peu d'impuissance. Maintenant, je vais repasser passer la parole à Felipe. Nous sommes arrêtés en 1978, alors ça fait un tiers de siècle. Alors pour le tiers de siècle qui suit, Felipe va un petit peu nous éclairer puisqu'il vit un petit peu tout ça au jour le jour de l'intérieur. Donc sur le plan de la démocratie économique, que reste-t-il de ces idées, que reste-t-il de ces institutions de manière formelle, de manière effective quelle utilité est-ce que ça peut de manière réelle avoir pour l'avenir d'essayer de réinvestir ces processus? Merci Franco, merci Étienne pour l'exposé.
Alors, après 1978, en 1978, Étienne travaillait au CRISP depuis 3 années, et moi j'étais à l'école primaire. Et donc, depuis ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que je vais d'abord essayer d'être assez bref, parce que je trouve l'exposé d'Étienne absolument passionnant, et je préfère qu'il y ait du temps pour aussi l'échange avec lui, mais c'est vrai que ça suscite chez moi, comme responsable syndical, plein de réflexions. J'en partage 4 avec vous. La première, je pense que c'est extraordinairement salutaire que Attaque, grâce au courrier d'Étienne, remette sur la table cette question qu'Étienne a décrit comme des ruines, mais les ruines peuvent parfois inspirer. Et au moins, c'est bien de ne pas les oublier. Cette question que moi j'appellerais d'une démocratie consistante, qui est extrêmement différente de la démocratie parlementaire libérale comme on l'apprend biaisement à l'école, qui est la Belgique est un État démocratique. La preuve, c'est qu'on a un gouvernement, un parlement et un pouvoir judiciaire, et qu'on a donc 3 pouvoirs indépendants, et qu'on a le droit de voter tous les 4 ans, ce qui prouve qu'on est une démocratie. Évidemment, cette démocratie à l'usage, et sous les contraintes de la mondialisation et des politiques austéritaires européennes, elle est extraordinairement décevante. Elle conduit dans pas mal de pays d'Europe les gens à se détourner de la démocratie, non pas pour demander davantage de démocratie ou pour lui donner une consistance réelle, mais pour dire la démocratie, ça ne marche pas. Ça nous conduit quand même au chômage, à la guerre, à l'exclusion, à l'inégalité. Donc autant essayer le fascisme ou le désintérêt total par rapport à la politique. Je trouve ici, ce qui est intéressant dans la visite des ruines du musée de la démocratie consistante, c'est que ça peut nous ramener à ce qui était, je crois, l'ambition du programme dont Franco a parlé au début, c'est réfléchir à ce que pourrait être la démocratie pour recoller avec l'actualité, alors et pas être dans les ruines. La semaine passée, notre ami Bart de Wever à la télévision s'est énervé en disant finalement, dans ce pays, il faut savoir qui décide. C'est le gouvernement ou c'est les syndicats? Et quand un homme aussi intelligent que lui pose une question aussi bête que ça, il faut se dire quelle est la tactique ou quelle est la stratégie de cette question. Et donc, je pense très clairement, Bart de Wever veut avancer d'un cran dans sa stratégie de destruction d'un modèle dont il reste des ruines, mais aussi des institutions qui fonctionnent, plus tellement dans la concertation économique, mais encore un peu dans la concertation sociale. Et donc on est bien dans un pays dans lequel depuis 1944 ou 48, je ne sais pas, qui décide? Eh bien, le gouvernement décide de certaines choses, et les interlocuteurs sociaux décident d'autres choses. On peut trouver ça bien ou mal, mais c'est comme ça nos démocraties relativement consistantes, très satisfaisantes, mais font que, oui, sur certains domaines, c'est pas le gouvernement qui décide. Ça énerve énormément Bart de Wever, qui fait semblant de ne pas comprendre et qui dit merde à la fin, qui décide ici? Si c'est pas le gouvernement, alors que Marc Goblet vienne comme Premier ministre. Et donc c'était mon premier point. Je pense que derrière tous les débats qu'on peut faire sur est-ce qu'on a réussi ou pas réussi, qu'aurait-il fallu faire dans l'organisation de l'économie, il y a simplement l'idée qu'on a rêvé en Belgique, et pas que rêvé, on a tenté d'organiser une démocratie consistante, dont il reste des morceaux, mais pas énormément. Mon deuxième point porte sur les termes mêmes de cette extraordinaire loi de 48. Quand je dis extraordinaire, c'est pas pour dire que tout y était parfait, mais je trouve que la citation qu'Étienne nous a lue, je pense que si aujourd'hui un parlementaire disait ça au Parlement belge, il provoque l'hilarité générale. Je suis même pas sûr que les parlementaires du PTB oseraient dire ça. Même ceux du PTB. Je pense qu'on leur dirait, écoutez, vous exagérez, revenez dans la ligne normale du parti. Mais donc, on a pensé un temps qu'il fallait organiser l'économie. Alors là, j'ai 2 remarques, que j'espère intéressantes. Je dis intéressantes, mais en fait, j'espère qu'elles sont intéressantes. D'abord, c'est cette notion qui est reprise dans l'autre texte qu'Étienne a cité, d'une économie complexe, interdépendante, moi j'ai envie de dire socialisée, ça c'est mon mot à moi, c'est pas dans le texte de l'extrait qui a été lu, parce qu'une économie qui serait extrêmement simple, très locale, à base d'artisanat élémentaire, demanderait moins à être organisée. Une économie interdépendante
complexe demande d'être organisée, et ma remarque là-dessus, c'est que je pense qu'en effet, nous sommes dans une économie totalement interconnectée et socialisée, dans laquelle les producteurs sont nombreux. La chaîne de valeur, comme disent les économistes, est en fait extrêmement compliquée à départager. Dans la chaîne de production qui a produit le plus de valeur, si vous achetez un bol en bois à un artisan qui l'a taillé de ses mains, avec le bois qu'il a ramassé dans la forêt, on peut dire en gros la valeur économique du bol en bois, elle vient du producteur. Si vous achetez sur Internet un voyage organisé et que vous faites vous-même le paiement avec votre banque en ligne, avec vos compétences de consommateur extrêmement productif, hein, parce qu'il faut être un consommateur intelligent pour faire ça, et vous payez, je ne sais pas moi, 1000 euros. Vous payez ces 1000 euros à qui? Les 20 ou 30 ou 40 acteurs économiques qui vont prendre en charge l'assurance annulation, faire voler l'avion, vous garantir qu'il y a un hôtel, qu'il y a un guide au Taj Mahal, tout ça, c'est une économie extrêmement complexe qui demande d'être organisée parce qu'elle est socialisée. Alors, ma première remarque par rapport à cette question d'une économie complexe, c'est que dans toute la période qu'Étienne a décrite, on a socialisé une chose, en tout cas, ce sont les salaires. Enfin, à moitié, quoi. À peu près la moitié du salaire et du salaire socialisé, à travers la Sécu. Et je pense, mais c'est une hypothèse à discuter, que cette socialisation ne correspond pas seulement à une volonté utopique ou progressiste d'avoir de la solidarité, de la sécurité sociale et tout ça, qu'elle correspond aussi à une réalité, c'est que, en fait, on est dans une économie où tout le monde a besoin d'un peu tout le monde. Mais par contre, on n'a jamais socialisé l'investissement, et dans la foulée, on n'a jamais socialisé la propriété des entreprises. Ce sont des choses qui seraient possibles par des mécanismes relativement similaires à celui de la sécurité sociale. On pourrait imaginer qu'on se passe d'actionnaires privés parce qu'on pourrait socialiser la propriété des entreprises. Mais donc on s'est, je pense, arrêté à mi-chemin, où on n'a peut-être pas utilisé les potentialités politiques de la sécurité sociale, qui est un instrument puissant de socialisation et d'organisation de l'économie. On s'est, je crois, arrêté à mi-chemin là-dedans. Ma deuxième remarque, quand on parle d'organiser l'économie, c'est qu'en fait, c'est frappant de se dire, ça pourrait peut-être susciter la mélancolie de Charles Michel, mais si on regarde cette histoire depuis 1948 à aujourd'hui, il y a des phases très différentes. Sans doute qu'on peut identifier deux phases, 45, 48 jusqu'à 75, 78 ou 80, je ne sais pas, et puis de 80 aujourd'hui. Mais ce qui est frappant, c'est que dans aucune de ces deux phases, il n'existe quoi que ce soit qui puisse ressembler à du libéralisme. Oui, dans le blabla. Ou alors un libéralisme philosophique de la liberté d'exprimer ses idées, Voltaire et Montesquieu, oui. Mais Adam Smith, ça n'existe pas. Jusque 78-80, on tente d'organiser l'économie avec des plans, avec de la programmation, avec de l'holding public, avec des interventions publiques dans l'économie qui sont extrêmement importantes. Je ne connais pas les chiffres par cœur, mais je pense qu'en 1970, plus de la moitié du PIB belge passe par des outils économiques publics, services publics ou assimilés. Puis après, on pourrait dire, oui, mais après, c'est l'âge du libéralisme. En fait, pas du tout. Pas du tout. Après, c'est quoi? C'est que les acteurs économiques sont organisés par d'autres puissances. L'État en tant que tel, ou l'État social avec la concertation tripartite, renonce ou échoue à organiser l'économie. Mais c'est pas pour ça que ça marche tout seul. La main invisible du marché, la libre initiative d'entreprise, etc., ça ne marche pas non plus. Parce que qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit sur cette période de 1980 à aujourd'hui? C'est qu'on va remplacer l'État et les pouvoirs publics par, dans deux modèles différents,
Dans le modèle anglo-saxon, la financiarisation, ce sont en fait des pouvoirs financiers qui vont organiser l'économie. Et c'est pour ça que c'est intéressant la remarque de dire au Conseil central de l'économie ou dans les organes de programmation, c'était des employeurs ou des entrepreneurs ou des représentants d'entrepreneurs, mais ce n'était pas les holdings. Et puis aujourd'hui, on dirait c'est les multinationales financières ou le pouvoir financier. Il y a un autre modèle qui est en train de s'imposer en Europe maintenant, mais de façon un peu concurrente, je pense à ce modèle de la financiarisation. On n'a pas beaucoup de temps, mais là, quand je dis contrôle par la financiarisation, c'est une chose qui a été beaucoup étudiée et documentée. Hein. Donc l'organisation d'entreprise par le contrôle des dirigeants, directeurs, cadres, intermédiaires, etc., par des chaînes de contrôle à partir des décisions financières, ce sont des choses qui sont bien étudiées, quoi. Hein, stock options, etc., ce sont des mécanismes pour dire aux dirigeants d'entreprise tu vas faire ce que le fonds de pension californien a décidé que tu vas faire. L'autre modèle, c'est un modèle plutôt allemand, qu'on connaît sous le nom d'ordolibéralisme, c'est-à-dire que le libéralisme conçu en Allemagne après la guerre, théorisé et maintenant concrétisé dans la gouvernance économique européenne, c'est un libéralisme dans lequel les décisions importantes sur l'économie sont prises ailleurs que dans la politique. Principalement par la Banque centrale dite indépendante. Maintenant, vous savez bien qu'en politique, quand quelqu'un prétend qu'il est indépendant, il faut toujours pouvoir lui demander indépendant de qui. Donc, la Banque centrale, dans le modèle allemand, elle est indépendante du Parlement. Donc elle dépend d'autres, mais elle ne dit pas nécessairement de qui elle dépend. Et donc je pense que ce qu'on voit dans cette histoire, c'est le basculement d'une tentative d'avoir une social-démocratie consistante, dans laquelle le gouvernement et des organisations sociales organiseraient l'économie. Visiblement, c'est compliqué. Maintenant, on pourrait comparer les résultats de cette époque-là avec les résultats de cette époque-ci. Bon. À une période dans laquelle soit des pouvoirs financiers, soit des institutions non élues, non contrôlées par le Parlement, allez, pour faire court, la Banque Centrale Européenne, et la Commission, le Conseil ECOFIN, je ne sais pas, organisent l'économie. Parce que le néolibéralisme, c'est quoi? C'est pas du libéralisme plus libéral que le libéralisme tout court. C'est un régime politique dans lequel l'État intervient massivement en faveur du capital et du profit. Alors après, on peut appeler ça le libéralisme pour raconter l'histoire aux gens, mais c'est donc une organisation de l'économie en faveur des pouvoirs financiers et des actionnaires. Je dis les choses un peu brutalement, mais durant cette période, il y a une série de concepts qui basculent. J'en cite seulement un, parce que je trouve qu'il est extrêmement emblématique. En 1954, Étienne y a fait référence à une déclaration commune sur la productivité. Alors ceux qui, comme moi, sont des adeptes du droit à la paresse et tout ça, peut-être peuvent contester l'idée de productivité, mais il faut bien se rendre compte que quand en 1996, sommet de la construction du néolibéralisme en Belgique, enfin pas sommet, on est allé plus loin après, mais un moment important, quand on dit on fait une loi sur la compétitivité, on fait quelque chose de très différent de la déclaration de 1954 sur la productivité. Peut-être dans le langage courant, productivité, compétitivité, ça sonne comme chou vert et vert chou. Mais attention, la productivité, c'est de dire on veut produire plus vite. Avant, on fabriquait une voiture en 50 heures, et on essayait de produire une voiture en 25 heures. Ça, c'est la productivité. Avec la productivité, on peut faire deux choses différentes, peut-être plus, mais en tout cas au moins deux. Soit on dit les actionnaires s'en foutent plein les poches, puisqu'ils ne payent que 25 heures de salaire à l'ouvrier et ils vendent la voiture, donc c'est bon pour eux. Soit on dit, avec la productivité, les travailleurs prennent leur part. C'était l'accord de 54, hein, la troisième ligne dans le slide qu'Étienne a montré. C'est-à-dire on partagera équitablement les fruits de la productivité. Comment? Ben, on augmente les salaires, peut-être. Ça paraît quand même clair qu'on peut payer mieux quelqu'un qui produit une voiture vite que quelqu'un qui produit une voiture pas vite. Ou bien on diminue le temps de travail sans baisser les salaires.
ce qui est quand même plus ou moins la même manière de dire qu'on augmente la part salariale, quoi. Quand on parle de compétitivité en 96, c'est pas un petit peu plus ou moins la même chose que la productivité. Compétitivité, c'est pas travailler vite, c'est travailler moins cher. Vous avez une usine et vous fabriquez des ballons de football en Belgique, et vous le faites très très bien. Vous faites peut-être un ballon de football en un quart d'heure de travail, parce que c'est des bonnes machines très chères. Mais les enfants du Bangladesh qui font des ballons de football à la main en 40 heures, s'ils sont payés 100 fois moins cher, ils sont plus compétitifs que vous. Hein. Donc la compétitivité, ce n'est pas travailler vite et bien, c'est travailler moins cher. Alors, de nouveau, c'est dit de façon un peu brutale, la loi de 96 met beaucoup de crème fraîche autour de ce concept, parle de l'emploi et de blablabla, mais en fait, la compétitivité, c'est travailler moins cher. Donc on est passé d'un régime où on se dit on va travailler plus vite et on va partager les fruits d'une économie plus productive, à un concept où on dit on veut la compétitivité, donc on veut être moins cher que qui? Que les Allemands, que les Français, que les Hollandais, puis par extension, peut-être un jour que les Chinois. Mais donc il y a ce basculement quand même très très important, mais qui ne nous conduit pas d'une économie organisée à une économie libérale. Ça c'est ce qui me frappe. Ça nous conduit d'une économie plus ou moins organisée par l'État et la concertation sociale à une économie organisée par d'autres instances. On peut discuter quelles instances, mais... et ma dernière remarque, alors, c'est, je pense, cette question qui peut avoir l'air un peu archéologique, puisque c'est finalement parler d'un truc qui a été tenté pendant 30 ans et qui a donné des résultats, moi je dirais mitigés, mais je ne sais pas si, peut-être on peut dire négatif, mais moi j'aurais plutôt envie de dire que c'est des résultats mitigés. C'est peut-être actuel d'une autre manière, dans le sens où je pense que même si on ne s'intéresse pas à ce qui s'est passé en 1954 ou en 1948, il y a des problèmes extrêmement actuels. Et je vais en citer deux, mais qui se rejoignent un peu. Hein. Comment est-ce qu'on a une politique de développement de nos sociétés, je dis exprès de développement et pas de croissance, après la croissance, ou dans des sociétés dans lesquelles la croissance n'est peut-être plus un horizon possible et ou souhaitable. Cette question a quelque chose à voir avec la démocratie économique. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on vit dans une économie pilotée par le profit et l'accumulation du capital, et donc il y a un pilote. Peut-être qu'on n'aime pas beaucoup le pilote, mais il y a un pilote. Pourquoi est-ce qu'on fabrique des iPads et pas autre chose? Ben parce que un certain nombre d'actionnaires, un certain nombre de pouvoirs financiers ont pensé que c'était une bonne manière d'accumuler du capital pour eux. Donc au moins, eux, ils savent où ils vont. Et nous, on achète ce qu'ils produisent, donc tout va bien. S'il devait y avoir une économie, on en est loin, hein, mais s'il devait y avoir une économie pilotée par autre chose que l'accumulation du capital, ben nous aurions besoin d'une forme de démocratie économique. Peut-être pas la même que celle des commissions sectorielles de programmation économique, ou que celle dont rêvait André Renard, qui, un peu bizarrement, rêvait peut-être qu'on puisse apaiser le conflit entre le capital et le travail, ce qui pour moi est une hypothèse qui me laisse un peu perplexe, mais nous aurions besoin d'une démocratie économique qui dise qu'est-ce qu'on va produire, comment, pourquoi, si l'objectif n'est plus l'accumulation infinie du capital. Maintenant, l'accumulation infinie du capital, dans une société sans croissance, elle est possible aussi. Mais il n'y a pas besoin d'être un grand mathématicien pour comprendre qu'elle est possible au prix d'un accroissement vertigineux des inégalités et de la violence. C'est clair hein, que la croissance des années 50 et 60, elle permettait de dire aux capitalistes accumuler du capital, mais pendant ce temps, les travailleurs augmentent aussi leur salaire et diminuent leur temps de travail, et tout le monde est content. En gros, le partage, la productivité, c'est ça quoi. Si on vise une économie avec une croissance faible, ce qui est le cas maintenant, mais peut-être pour longtemps, et que les capitalistes accumulent 3, 4, 5% par an sur leur capital, ça demande que la pauvreté, la précarité, la violence augmentent de façon extrêmement rapide. Donc c'est une hypothèse aussi, évidemment.
l'autre truc, mais qui rejoint ça, c'est il y a la contrainte écologique. Si on dit qu'on veut diminuer de 30-40% nos émissions de CO2 dans les décennies qui viennent, mais il est clair que ça demande un pilotage de l'économie. Alors, on voit bien que ça ne marche pas très bien au niveau national. Est-ce que ça peut marcher au niveau mondial? C'est compliqué. Peut-être que l'échelon européen est quand même utile à certains moments, je ne sais pas. Mais, en tout cas, l'utopie, au sens négatif, hein, l'utopie, la foutaise du libéralisme de la main invisible, etc., ne permet certainement pas d'avoir une réorientation très importante de l'économie qui respecterait cette contrainte écologique. Voilà des réflexions. Comment tous ces organismes se succèdent? Disons, quelle est la part réellement démocratique dans la transformation progressive de tous ces organismes? Oui. Quand on crée ces organismes qui se disent démocratiques, effectivement, la décision, elle est démocratique au sens où elle est prise par les instances formellement démocratiques du système parlementaire belge. Donc, c'est des arrêtés royaux, ce sont des lois, des arrêtés royaux qui désignent, qui donnent la composition de ces organes et qui désignent qui va siéger dans ces organes. Et alors, ce sont les organisations syndicales qui désignent leurs représentants, et les organisations patronales qui désignent leurs représentants. Donc, c'est en ce sens-là que c'est démocratique. Hein? Maintenant, vous posez la question, la succession de ces organismes. Leur évolution. Là, j'ai pas de réponse. La fin du Comité national de l'expansion économique, c'est en 1976. Je sais j'ai des échos de la dernière réunion. Il a concerné la transformation. Cette réunion concernait la transformation de la Société nationale d'investissement en un holding public. Et il y avait une opposition totale entre la FEB et les organisations syndicales là-dessus. Donc, si vous voulez, cet organisme a montré de facto son incapacité à fonctionner dans le sens d'arriver à un consensus. Et il ne s'est plus jamais réuni après, et le gouvernement a tranché en faveur de la thèse syndicale à ce moment-là, en 1976. La thèse syndicale de transformer la SNI en organisme holding public. En 1978, on était en train d'élaborer le plan 80-85. On était en train d'élaborer ce plan et on était en pleine crise, en pleine crise économique. Hein, et il y avait déjà à ce moment-là des dissensions énormes entre ceux qui prônaient un retour à une politique beaucoup plus néolibérale, qui sera appliquée en 1981. Et donc, en réalité, la planification, à ce moment-là, devenait quasiment impossible. Elle perdait sa raison d'être. En plus, dès 1980, il y a eu une nouvelle réforme de l'État et on a attribué la politique économique aux régions. Et à ce moment-là, l'État national a perdu beaucoup de ses compétences en matière de définition de la politique économique. Donc, il y a eu des gouvernements régionaux, enfin en différentes étapes, mais il y a des gouvernements régionaux, et désormais, c'est eux qui devaient, de façon tout à fait autonome par rapport au gouvernement national, élaborer la politique économique. Donc, la planification économique a perdu sa raison d'être à ce moment-là, et elle a dû continuer au niveau des régions et des communautés. Ce qu'elle n'a pas été. Pardon ? C'est resté public. C'est resté public. Mais il n'y a pas eu une planification régionale.
Les régions n'ont pas pris le relais. Les régions n'ont pas pris le relais. Et comment est-ce qu'on peut comparer aujourd'hui, que sais-je, le plan Marshall, par exemple, au niveau wallon, si on veut le comparer à ces initiatives de concertation économique? C'est pas du tout la même chose. Hein. C'est pas du tout. Le plan Marshall n'est pas du tout la même chose que la planification économique. Hein, le plan Marshall, c'est ce qui est planifié dans pourquoi est-ce qu'on utilise le mot plan? Ce qui est planifié, c'est un budget. Le budget public est planifié. Donc, on sait quelle somme on va mettre chaque année dans ce qu'on appelle le plan. Donc, ce qui est planifié, c'est les dépenses publiques. Les dépenses publiques. Hein. Mais ce à quoi va servir cet argent, c'est simplement à aider les innovations technologiques. Donc, il s'agit on demande aux entreprises quels sont leurs projets de développement en matière de développement, comment ça s'appelle, de développement, recherche-développement, hein, et on considère qu'il y a des jurys spécialisés qui jugent les projets de développement des entreprises et qui donnent des points qui évaluent ces projets. Et alors le gouvernement décide de donner de l'argent aux meilleurs projets. Et donc il s'agit de stimuler la recherche-développement. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce qui est planifié, là, ce sont les dépenses publiques destinées à l'innovation. À mon avis, les entreprises peuvent assez facilement dorer la pilule et obtenir des sous. Ça devient l'art de bien présenter un bon dossier. Non, mais en plus, c'est souvent même pas les entreprises. Il y a des entreprises qui sont spécialisées dans l'obtention de subsides. Donc, voilà. Ça m'étonne qu'on n'a pas dit un mot de deux formes de démocratie économique, hein, de tendance vers une démocratie économique, que sont les services publics. C'est une économie publique. Et alors aussi les coopératives. Hein, et je dirais même une version nouvelle de coopérative, c'est-à-dire ce que j'appelle une super coopérative, c'est-à-dire non seulement dirigée par les travailleurs, mais aussi par le choix des consommateurs. Et je crois qu'il y a beaucoup d'aspects dans le travail qui sont intéressants pour le consommateur, d'autant plus que le consommateur, il doit travailler. Donc il a intérêt à ce que le travail reste local et ne soit pas délocalisé. Il a intérêt à ce que ce soit quelque chose de durable, hein, pour pouvoir conserver son travail longtemps et pour pouvoir respirer et manger et être en bonne santé. Tandis que, quand c'est pas décidé par lui, par le consommateur, eh bien, on va partir de compte de ces aspects-là. Hein, donc, c'est intéressant que le consommateur puisse participer aussi au choix du développement économique. Hein, voilà, ça me semble deux aspects qui sont intéressants à réfléchir dans le cadre d'une démocratie économique. La première question sur les services publics, c'est vous, hein, les services, et les coopératives. Oui, les coopératives. Oui, je trouve que c'est très intéressant. Ça me permettra de dire autre chose d'ailleurs. Les services publics. Effectivement, les projets syndicaux contenaient la nationalisation de l'énergie et des banques. C'est ça, André Renard et la GTB visaient une nationalisation de ces secteurs clés, la finance et l'énergie. Alors, sous-entendu, tout le reste, évidemment, les chemins de fer, la poste, etc., ils disaient, ben, qu'est-ce que Renard ne pouvait pas imaginer une seconde que ça allait passer et être privatisé. Hein. Donc, on avait étoffé le secteur public avec des banques publiques. Et les holdings ont tout fait pour ne pas
ne pas passer à cela. Et la concertation tripartite peut être vue, moi je crois qu'elle peut être vue comme une sorte d'os à ronger aux organisations syndicales pour noyer le poisson. Vous allez obtenir, si on organise une bonne concertation tripartite, ce sera la même chose qu'une mauvaise nationalisation. Ce sera mieux qu'une mauvaise nationalisation. Évitez les nationalisations, vous arrivez à une bureaucratisation. Il vaut mieux faire une concertation tripartite. Donc effectivement, les services publics, ça faisait partie effectivement du programme à ce moment-là. Maintenant, les coopératives surtout par rapport au rôle des consommateurs. Et là, c'est une idée personnelle que j'ai depuis longtemps. Je trouve qu'on a un peu raté le coche. Parce qu'il y a eu un mouvement des consommateurs à un moment donné. Les organisations de consommateurs ont obtenu un statut. Il y a un conseil de la consommation qui a été créé. Et ces organisations de consommateurs sont maintenant siègent au conseil du développement durable. Donc ils existent. Ils existent, ces organisations de consommateurs. Mais jamais les organisations de consommateurs ne se sont pensées comme un contre-pouvoir, à la manière dont les syndicats se sont toujours pensés un contre-pouvoir. Or, c'est dans ce prolongement-là, j'aime bien les coopératives, parce qu'effectivement, les consommateurs y ont un rôle, mais plus généralement, le mouvement des consommateurs n'a jamais abouti. Et je me demande si les syndicats ne sont pas en partie responsables de ça, dans la mesure où les syndicats se considèrent aussi comme les défenseurs des consommateurs. Mais ils sont davantage, pour prendre une comparaison tout à fait outrés, vous allez être choqués à ça, mais ils sont plutôt représentants des fabricants d'armes que des victimes du fonctionnement de ces armes. Donc la dernière formule de Tienne était bien provocante, mais je dois dire qu'elle est factuellement vraie. Nous avons des délégués syndicaux à la FN, y compris à la CNE, il y a des employés, des cadres, et qui représentent en effet les travailleurs qui fabriquent des armes, et nous n'avons pas, je ne suis pas sûr que ça soit nécessairement notre mission, mais nous n'avons pas d'origine de défense des consommateurs de balles. Par exemple. Oui. Mais donc cette question de consommation est importante, et pour faire court, je pense que la remarque de Marc dans sa première intervention est très importante. Je pense qu'il n'y a pas de démocratie économique sans service public et coopérative fort. Maintenant, peut-être que derrière ça, il y a aussi la question de démocratiser les services publics, parce que comme vous tous, je suppose, je défends bien l'idée des services publics, mais comme vous tous, je suppose, je râle quand je fais la file à la poste pendant une demi-heure, parce que ça ne marche pas. Donc je pense qu'il y a un intérêt aussi à ce que l'organisation des services publics fasse l'objet d'un débat démocratique. Il peut y avoir des corporatismes publics comme il y a des corporatismes privés, mais c'est une autre question. Oui, moi je voudrais poser une question et peut-être suggérer des réponses, puis voir si vous réagissez aux réponses. C'est pourquoi est-ce qu'on a échoué? Pourquoi est-ce que ça s'est arrêté? Pourquoi? D'abord, premièrement, une remarque que je voudrais faire, c'est que moi je n'ai pas un bilan mitigé de cette période. Moi je suis comme Zemmour, c'était mieux avant. Pas pour les raisons de Zemmour, mais sans nuance, parce que c'est la merde complète dans laquelle ils nous ont mis depuis qu'ils ont aboli ce système qu'on avait de la social-démocratie européenne. Bon. Mais, donc je vais revenir au passé. Pourquoi est-ce que ça a échoué? Il y a un argument qui est celui des libéraux, qui est qu'il y avait la stagflation dans les années 70, il y avait des problèmes purement économiques. C'est-à-dire, il y avait la bureaucratisation, il y avait trop d'organismes qui étaient créés, etc. Ça, c'est l'argument qu'eux donnent, la vie était grise, il y avait trop de lourdeur, etc. Il y a un autre facteur qui me paraît important, c'est le facteur, disons, politique. C'est-à-dire qu'en termes de classe, c'est-à-dire qu'évidemment, comme je disais à ma voisine, quand on a concertation capital-travail, ce n'est pas le même nombre de personnes qui sont de côté de la table, qui sont représentées du côté de la table. On a accepté le pouvoir du capital, et en particulier aussi dans les médias. Donc les médias ont toujours été pour moi des facteurs de droitisation de la société, à la fois sur le plan national et international. Et donc, il y a toujours eu un problème que, en fait, on n'a pas étranglé. Je suis d'accord que je suis contre la planification à la soviétique, c'est pas ça la question,
mais on a laissé en place, pour éviter cette planification, le pouvoir du capital. Aussi sur le plan international, la social-démocratie, peut-être pour des raisons compréhensibles, s'est toujours alignée sur les États-Unis, l'OTAN, etc. Et ce faisant, avec le plan Marshall, entre autres, on a laissé rentrer le loup dans la bergerie. Il faut se rendre compte que si on regarde la carte du monde occidental, on va dire en 1944, qui n'est pas à ce moment-là keynésien, social-démocrate, etc., uniquement la droite républicaine américaine et encore une partie de la droite, et puis la Société du Bon Pèlerin, une série d'intellectuels, etc., mais tout à fait marginaux. Même quand j'étais en 1978 aux États-Unis, ces gens étaient tout à fait marginaux. Et ils sont devenus puissants par la suite parce qu'eux n'ont jamais renoncé, ils ont construit, et finalement maintenant ils ont gagné et ils sont partout. Les Canadiens, on n'a plus un dans une unif, quoi, pratiquement. Et donc, on a laissé ce rapport de force. Et finalement, je dirais, ça fait encore plus zémorien, mai 68 et tout ce qui s'est passé après. C'est-à-dire que toutes les idéologies qui sont nées à cette époque-là ont été en fait, au nom d'une espèce d'utopisme révolutionnaire, dirigées contre la vieille gauche et contre la réalisation de la vieille gauche. Liées alors, si vous lisez par exemple le livre de Christopherson, qui est un chercheur américain qui s'appelle Les intellectuels contre la gauche, qui montre que dans toute la période, par exemple, avant l'accession de Mitterrand au pouvoir, tout le terrain a été mis au nom d'un anticommunisme, de la découverte du Goulag, etc., comme si c'était une nouveauté, permis de paver le chemin vers la prise du pouvoir par des libéraux, des gens pro-américains, etc., la deuxième gauche, Rocard et tout le bazar. Et tout ça, ça nous a amené à la catastrophe actuelle. Très rapidement, la question, et avec déjà l'essentiel de la réponse dans l'intervention de Jean, ben, je l'ai dit un peu dans ma réaction à ce que disait Étienne, je pense qu'on a, entre guillemets, échoué, mais pour faire bien pire après, parce qu'on s'est arrêté au milieu du chemin d'une tentative de soumettre le capital à la démocratie des travailleurs, je veux dire. Il y a quelque chose d'asymétrique et d'un peu trompeur dans l'idée du paritarisme. Quand on dit il y a le banc patronal et le banc syndical avec la démocratie des deux côtés. C'est quoi la démocratie du banc patronal? Est-ce qu'il existe un comité national démocratique des patrons qui discutent en réalité les associations patronales représentent un petit nombre de dirigeants qui représentent des intérêts assez évidents, parfois contradictoires entre eux. Hein. Ça se peut que la Fédération du commerce ait des intérêts différents de la Fédération patronale du métal, mais parler de démocratie sur ce banc-là me paraît quand même un peu... C'est la démocratie de l'argent, quoi. C'est clair que dans des secteurs dans lesquels il y a quelques très grosses entreprises, ben, la démocratie, c'est que ces entreprises-là décident. C'est tout. Sur le banc syndical, est-ce qu'il y a la démocratie? Idéalement, oui. Encore que ça pourrait être l'objet d'une autre discussion, mais qu'on ne va pas commencer aujourd'hui, c'est comment fonctionne la démocratie dans le syndicat. Ok. Alors, vous savez tout là-dessus. Mais je prends juste un exemple. Le Conseil central de l'économie, même s'il a changé un peu de fonction, existe encore. Tous les 2 ans, il produit un texte important qui s'appelle le rapport conjoint sur la compétitivité. Quel est le niveau de démocratie? Qui démocratise quoi dans cette affaire-là? Les patrons veulent baisser les salaires, là-dessus ils n'ont pas besoin de faire des longs conciliabules entre eux. Donc ils trouvent que la Belgique n'est pas assez compétitive, que les salaires sont trop hauts et tout ça. Et du côté syndical, laissez-moi vous décevoir, il y a très très peu de discussions dans les instances syndicales, et c'est très difficile. Parce que déjà faire du syndicat dans son entreprise, ceux d'entre vous qui sont délégués syndicaux, ou qui ont une délégation syndicale dans leur entreprise le savent, c'est déjà très difficile. Faire du syndicat dans son hôpital, dans son école, dans son usine, dans son magasin, c'est très difficile. Demander, je ne parle même pas aux membres, mais demander aux délégués syndicaux d'une entreprise de s'intéresser au débat du Conseil central de l'économie, ça demande une organisation extrêmement compliquée. De faire des débats qui partent de la base et qui vont revenir. Il y a à peu près 80 000 délégués syndicaux en Belgique. On va faire comment pour qu'ils se prononcent sur le projet de rapport du Conseil central de l'économie sur le comité? C'est compliqué. Et pour tout dire, ça ne marche pas. Ça veut dire qu'on confie à des services d'études syndicaux une mission avec un mandat, plus ou moins, de défendre les intérêts des travailleurs, mais parler de démocratie là-dedans, c'est peut-être parler un peu trop vite. Ce qui répond un peu aussi à l'interpellation de madame sur
la démocratie dans les organismes, en réalité, le mot démocratie signifie quoi? C'est qu'après 1945, on a tenté de réduire et de canaliser le pouvoir de l'argent, le pouvoir du capital, en créant des instances dans lesquelles les travailleurs ont quelque chose à dire. Et on met en scène une espèce de symétrie en disant, d'un côté de la table, c'est les patrons, de l'autre côté, c'est les travailleurs, 50-50, c'est démocratique. Ben, on ne part pas d'une page blanche, hein. On part du pouvoir de l'argent, et on a essayé de construire un contre-pouvoir. Mais c'est extrêmement difficile. Voilà, mais... Encore deux, trois. Oui, je peux vite intervenir par rapport à ce paritarisme et qui est représenté sur la table des organes paritaires. Effectivement, c'est la question que j'avais, qui se trouve dans la conclusion pas du courrier hebdomadaire, mais d'un autre article que j'ai écrit sur plus ou moins le même sujet. Est-ce que les organisations patronales représentent réellement le pouvoir économique? Pour moi, non. Le pouvoir économique, il est aux mains des actionnaires. C'est les assemblées générales des actionnaires des entreprises. Et le conseil d'administration des entreprises, des grandes entreprises, est composé des actionnaires principaux des grosses entreprises. Mais ce ne sont pas ces gens-là qui vont siéger dans les organisations patronales. Ce n'est pas ces gens-là. Ils envoient des fonctionnaires de leurs organisations. Ils envoient des gens qui ont monté dans les entreprises. J'ai fait le travail pour les organisations, pour voir qui siégeait au conseil d'administration de Fabri Metal, mais il n'y a aucun actionnaire qui siège au conseil d'administration de Agoria. Aucun. À la FEB non plus. Vous n'avez jamais Albert Frère qui va siéger dans une organisation patronale. Or, Albert Frère, il a un pouvoir économique énorme. C'est lui qui a un pouvoir économique. Parce qu'il a le pouvoir d'investir, de désinvestir, de fermer des entreprises ou pas en fonction de l'argent qu'il va mettre dans le capital de certaines entreprises. Monsieur Mittal ne vient pas, bien entendu, ne siège pas à la commission paritaire de la sidérurgie. Bien sûr que non. Enfin, donc, on s'est fait avoir, si vous voulez, lorsqu'on a dit qu'il y avait le capital et le travail. En fait, on mettait les organisations patronales qui est une sorte de paravent du capital. C'est une sorte du paravent du capital. Je suis contente que vous nous ayez donné ce deuxième texte à lire, parce que je trouve qu'on y trouve vraiment, dès 59, dans l'avis du Conseil central de l'économie de 59, l'appel à l'expertise, l'appel aux techniques modernes, à la disposition des gouvernants par la science économique, etc. Et là, dans votre exposé, j'aimerais bien savoir à partir de quand le poids, justement, de l'expertise et de cette pseudo-économiste qui pourrait et qui semblait détenir certaines vérités au nom d'une scientificité qui n'existe pas réellement en matière d'économie, ont commencé à peser réellement sur les décisions qui ont été prises à l'intérieur des différents dispositifs dont vous nous avez parlé. Le problème, je crois que c'est que ces matières-là sont tellement complexes que finalement, on arrive à... que ceux qui sont véritablement compétents... Il y a les services d'études des syndicats, les services d'études des organisations patronales et les cabinets ministériels. Finalement, hein, c'est ça. Alors finalement, ce sont des décisions qui doivent se prendre. Les services d'études des syndicats est-ce qu'ils sont proactifs? Je pose la question. Est-ce qu'ils sont proactifs? Ils doivent répondre aux questions qu'on leur pose. Qui est proactif? Les organisations patronales sont plus proactives, mais c'est pas
c'est même pas les organisations patronales, mais c'est les entreprises elles-mêmes. Donc les bons dossiers des organisations patronales sont préparés par les entreprises elles-mêmes. Donc les syndicats sont toujours sur la défensive, sont toujours une guerre en retard. Ça, c'est par rapport à l'expertise. Alors, ce à quoi on aboutit lorsqu'on crée un comité national de l'expansion économique où siège André Renard et je ne sais plus quel était le leader syndical de la CSC à l'époque. Cole, oui. Et les ministres. Quand on crée ce genre de choses-là, en fait, ce qui se passe réellement, hein, c'est que les dirigeants syndicaux deviennent des espèces d'hommes politiques, complètement coupés de la réalité de tous les jours du syndicalisme. D'ailleurs, à la fin des années 60, il y a eu une très grande vague de grèves dites, je n'aime pas ce mot-là, de grèves sauvages, entre guillemets, c'est-à-dire de grèves spontanées, qui se déclaraient en dehors de... Quand on dit une grève sauvage, c'est en fait une grève qui est initiée par les travailleurs en dehors de la décision des organisations syndicales. Parce qu'il y avait une tentative, si vous voulez, avec tout cet appareillage de la planification, de la concertation sociale et de la concertation économique, c'est que les syndicats deviennent à ce moment-là des espèces d'organes d'encadrement de la classe des travailleurs, de disciplinarisation de la classe des travailleurs. Et les experts travaillent d'une façon totalement déconnectée de cela. Et donc, il y a une sorte d'aristocratie ils deviennent des hommes politiques aussi déconnectés que le moindre des députés ou le moindre des ministres par rapport à la réalité de tous les jours. Donc, c'est terrible à dire, mais je trouve qu'il y a de cela. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je voulais dire quelque chose par rapport à la question sur la compétitivité. Oui, parce que la question sur la compétitivité est importante, mais je ne sais pas si je vais vraiment répondre à votre question. Mais au moment où le patronat a commencé à dire compétitivité, c'était à la fin des années 70. Alors au Conseil central de l'économie, les syndicats ont dit attention, compétitivité, il y a beaucoup de facteurs à la compétitivité. Et il ne faut pas seulement parler des salaires. Il y a plein de choses. Il y a la capacité des patrons d'innover. Donc l'innovation technologique, ça joue beaucoup pour la compétitivité. Il y a la formation des travailleurs. Il faut pouvoir mettre à jour, il faut faire en sorte que les travailleurs soient de mieux formés pour exercer des emplois plus compliqués, et la formation des travailleurs, etc. Alors, le Conseil central de l'économie a dit oui. Et alors, le secrétariat du Conseil central de l'économie a été chargé de fabriquer un tableau de bord de l'économie belge en mettant le maximum de facteurs de compétitivité pour pouvoir alors mener des politiques en favorisant tel ou tel facteur de compétitivité plutôt qu'un autre. Si on connaît bien les facteurs qui favorisent la compétitivité des entreprises, il y a moyen d'intervenir. À quelle époque ça? Fin des années 70, début des années 80. Et alors, il y a eu la crise économique très, très importante, on a fait des sauts d'index, etc. Et il a fallu remplacer ces sauts d'index qui avaient été imposés de façon autoritaire par le gouvernement, par une façon plus soft d'accepter des sauts d'index, c'est-à-dire d'essayer de faire en sorte que la question des salaires ne soit plus seulement traitée dans les commissions paritaires, mais aussi au niveau central, le Conseil central de l'économie. Et à ce moment-là,
nécessairement, si vous voulez, la compétitivité est devenue essentiellement une question de salaire. Et on a perdu les autres aspects de la compétitivité. Et aujourd'hui, quand on parle de compétitivité, c'est essentiellement des salaires. Or, il y a plein d'autres facteurs. Mais alors que les syndicats de l'époque insistaient beaucoup sur les autres facteurs, aujourd'hui, je n'entends... Enfin, on a parlé beaucoup de la formation des travailleurs, et effectivement, on a fait des accords interprofessionnels qui réservaient un certain pourcentage des salaires pour la formation des travailleurs, etc. Hein, je ne sais pas tout ce que ça a donné, ou tout ça. Est-ce que la formation des travailleurs a effectivement favorisé la compétitivité des travailleurs, peut-être pour un certain pourcentage, mais en tout cas, visiblement, les salaires, c'est toujours ce facteur-là qu'on met en avant, en tout cas. C'est parce qu'il va te mettre des salaires dans les dividendes. Et donc, ça veut dire aussi que la compétitivité, ça a été le basculement dans l'économique de quelque chose qui était toujours considéré comme le social. Donc, en fait, quand on dit la concertation sociale et la concertation économique, on mettait dans la concertation sociale les négociations salariales. Ça, c'est la concertation sociale. Mais une fois qu'on met les salaires dans la compétitivité, ça veut dire que les salaires deviennent une question économique. Bon, sans doute que si on doit finir à 10 heures, il faudra parler vite. D'abord, Étienne a été une nouvelle fois, de façon intéressante, un peu provocateur, en disant est-ce que les dirigeants syndicaux qui siègent au Conseil central de l'économie et aux instituts du travail ne sont pas définitivement coupés de la base? Je continue à penser que ça n'est pas une fatalité absolue, mais qu'effectivement, il y a bien deux grandes orientations dans la conception du syndicalisme. C'est soit un mouvement social, et si c'est un mouvement social, c'est un mouvement qui est un contre-pouvoir, et si c'est un contre-pouvoir, il lutte contre le pouvoir déterminant qui est celui du capital. Et donc, ça oblige le syndicalisme à se définir comme un mouvement social anticapitaliste, ce dont je ne suis pas sûr que tous les dirigeants syndicaux sont prêts à se définir comme ça. Sinon, on risque de glisser vers la pente d'une sorte d'agence d'accompagnement social de la compétitivité, et c'est évidemment tout à fait autre chose. Et le danger est bien réel. Simplement, je dis, c'est peut-être pas une fatalité absolue. Sur une autre intervention d'Étienne, sur la compétitivité des années 80, il y a eu ces discours de dire compétitivité multifactorielle, hein, c'est les salaires, la formation, l'investissement, etc. Moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas perdu les autres aspects, j'ai l'impression qu'on ne les a jamais eus. J'ai l'impression que le type d'échange qu'il y a eu autour de la compétitivité, c'est dommage que les collègues qui ont posé la question là ont dû partir maintenant, ressemble un peu à cette vieille blague qui dit donne-moi ta montre et ensuite je te donnerai l'heure. Dans la concertation sur la compétitivité, les syndicats ont accepté de reculer sur des choses extrêmement précis, objectifs, qui sont les salaires. Quand on accepte de bloquer les salaires, ou un saut d'index, ou diminuer les salaires, on dit des choses qui sont extrêmement objectives, mesurables, vérifiables. Quand on parle de formation, de contrôle sur la technologie, sur l'investissement, etc., malheureusement, il faut bien dire qu'on n'a pas réussi à l'objectiver. Il y a eu tous les 2 ans, depuis quasiment 20 ans, des accords interprofessionnels sur la formation des travailleurs. On disait qu'il faut consacrer autant. La dernière mode, c'était 1,9% de la masse salariale à la formation. Un des résultats du dernier accord social signé par la CSC, le syndicat libéral, le 10 février dernier, c'est de supprimer les sanctions relatives à l'irrespect de ces engagements, puisque tous les 2 ans, on constatait que les engagements étaient pris, n'étaient pas tenus, et que les sanctions étaient inapplicables. Et donc on a fait un accord pour dire, puisqu'on ne sait quand même pas mettre de sanctions, ni obliger les entreprises à respecter leurs engagements, on va supprimer les sanctions, comme ça c'est plus propre. Mais ça veut donc dire que, moi je crois qu'on n'a jamais su tenir en main ces questions de formation, ou peut-être que ce n'était pas impossible, mais en tout cas on n'y est pas arrivé. Une question à propos des consommateurs, c'est une remarque, parce qu'il semble qu'aux États-Unis, ça a été le contraire. Il y avait des acteurs représentants des consommateurs qui voulaient vraiment un peu presque faire la révolution comme Ralph Nader. Il y en a même eu une association qui a été le premier à tirer la sonnette d'alarme parce qu'il était prédécesseur du TTIP TAFTA, qui était l'AMI en 1994, qui était une organisation de consommateurs états-unienne. Donc,
alors que les syndicats étaient vraiment intégrés dans le système à ce moment-là des États-Unis, FL-CIO et autres. Bon, d'ailleurs, il y a quand même une ambiguïté dans les syndicats actuellement, c'est que bon, il y a d'une part effectivement une opposition avec la patronat, mais de l'autre côté, ils sont complices de tout ce système qu'ils le veulent ou pas quelque part. C'est presque systémique. Il y aurait sûrement une longue discussion à faire sur les organisations de consommateurs. Je pense que des organisations dans lesquelles les membres se définiraient essentiellement comme des consommateurs sont voués à l'impuissance, je pense, mais ce serait une discussion à faire. Autre chose serait que des organisations explicitement politiques, comme un syndicalisme de mouvement social, disent on va travailler la question de la consommation, c'est autre chose. Mais, et je ne pense pas que Ralph Nader était un grand adversaire du capitalisme. Il en a été sans doute un ingénieux contrôleur de qualité, mais c'est autre chose. Et par rapport à la question de Fred, moi je suis incapable de répondre. Je pense, mais c'est plutôt une intuition, que la social-démocratie des années 60 et des années 70 avait fait la moitié du chemin dans la transition de la barbarie capitaliste totale vers une forme de domestication du capital. Mais c'était la moitié du chemin. Alors après, je ne sais pas si c'était la moitié ou le tiers ou 0,52% du chemin, mais une partie du chemin qui était en tout cas considérable. Les services publics, la négociation salariale importante, la socialisation d'une grande partie des salaires, tous les organes de démocratie économique qui tiennent à développer, ça n'était pas rien. Je pense que pour aller au-delà, il fallait accepter que ces instruments-là, la Sécu, la concertation sociale, le système économique, étaient une étape vers l'affrontement avec le capitalisme et donc l'instauration d'une vraie démocratie économique. On ne peut pas avoir à la fois la Déclaration des droits de l'homme qui dit tous les hommes et les femmes naissent libres et égaux en droit, et avoir Albert Frère qui dit j'ai 5 milliards et je fais ce que je veux, j'achète, j'ouvre, je ferme mes entreprises quand j'ai envie. C'est l'un ou c'est l'autre. Alors on peut se trouver à un moment donné à mi-chemin dans l'affrontement entre les deux modèles. Si on fait demi-tour, ben alors il en a échoué, ça forcément. Que-t-il fallu faire? Il y a moyen de faire quelque chose avec 80 000 personnes, 80 000 délégués syndicaux. Il suffit de répéter le processus du G1000 et du G32 pour les syndicats, c'est-à-dire tirer un petit nombre, par exemple, de délégués syndicaux au sort. Et pourrait discuter ensemble, je suis sûr que ce serait très, très intéressant. Comment est-ce qu'on peut intéresser 80 000 personnes? Effectivement, on ne peut pas organiser un forum de 80 000 et des débats, etc. C'est ingérable. Par contre, la formule G1000 semble gérable. Est-ce que ça peut rentrer dans des plans de procéder de cette manière-là, de prendre un échantillonnage, on vérifie qu'ils sont intéressés, sinon on remplace ceux qui ne le sont pas, et on finit par avoir un bon échantillon. Et puis ceux-là ont pour mission de suivre le processus. Ça semble déjà plus gérable, non? Oui, donc moi je n'ai pas envie de fermer la porte trop vite, c'est une idée qui peut être réfléchie. Je voudrais simplement qu'elle ne court-circuite pas une autre contrainte qui me paraît intéressante dans la vie des syndicats, qui est la dimension d'éducation permanente. Quand on amène une caissière de l'Aldi, pour prendre une caricature, à un congrès mondial d'un syndicat pour aller parler des questions de commerce international, on ne le fait pas comme ça en disant tu as été tiré au sort et tu vas... L'exemple que je cite est un exemple vécu. J'étais il y a 3 mois en Afrique du Sud au congrès mondial des syndicats, et c'est une caissière de l'Aldi qui a pris la parole au nom de la CNE. Elle n'a pas été tirée au sort. Elle a 20 ans d'éducation permanente derrière elle. De partir de ses réalités à elle, d'apprendre petit à petit les réalités du commerce, et puis du commerce apprendre les réalités de l'économie, et voilà. Donc je ne dis pas qu'une formule doit effacer l'autre. Peut-être qu'à côté du long travail d'éducation permanente, qui est une condition nécessaire d'un syndicalisme de mouvement social, peut-être qu'on peut imaginer à côté de ça des courts-circuits intéressants pour certaines questions liées au tirage au sort. Mais je n'aimerais pas... Oui, voilà, je réfléchis à voix haute parce qu'on ne m'a jamais posé ces questions-là. Je n'aimerais pas qu'on puisse imaginer que l'extrême difficulté
de transformer des travailleurs en citoyens politisés à travers l'éducation permanente puisse être remplacé par un système ingénieux qui peut être utile peut-être à certains moments, mais je préfère qu'on conserve cette difficulté. Voilà, merci encore à Étienne Arc et à Philippe Valsecchi.